Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va beaucoup mieux. Si vous avez un petit peu suivi sur Instagram, ma semaine passée, ça a été hyper mouvementé. J'ai beaucoup angoissé, notamment à cause de l'incendie de Fontainebleau, dont on voyait de la fumée au loin à travers une de mes fenêtres, voilà, juste derrière vous, voilà. Donc autant vous dire que j'étais assez tendue, au-delà du fait déjà d'être hyper triste parce que la forêt de Fontainebleau, je vais m'y promener plusieurs fois par semaine, c'est là où je me balade, je me défoule, c'est là où j'écoute parfois mes lectures audio et enfin voilà, ça m'a fait quelque chose. J'adore la forêt déjà de base et là en plus c'est celle-là, cette forêt-là, c'est un peu ma deuxième maison, donc déjà j'étais super triste et en plus hyper angoissée par rapport à moi en fait. Je me demandais si j'allais pas être évacuée. Enfin bref, vraiment je suis passée par 36 000 émotions. Il y avait les camions qui passaient sans cesse dans la ville, des avions aussi. Enfin vraiment, la ville à moitié désertée d'ailleurs. J'étais dans tous mes états. Mais ça s'est stabilisé tout ça, donc déjà c'est une bonne chose. Et deuxième bonne chose, la canicule s'est barrée. Ça y est, on peut respirer. Ça y est, pour la première fois depuis des semaines, j'ai pu dormir avec un drap sur moi. Ouais. Les émotions, franchement. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, comme pour les précédents épisodes de notre rendez-vous C'est l'été que lisez-vous, on va parler lecture. Et je vais vous parler de 4 lectures du top au flop. Ouais, et vous allez voir que côté flop, j'ai une très grosse unpopular opinion. Ça se trouve, vous allez me détester. Ah. On commence tout d'abord par le top. Et dans mon top, on retrouve sans surprise un livre que vous avez vu dans la vidéo de la semaine passée, le tome 6 de la saga Heartstopper pour toujours par Alice Oseman, publié chez Hachette Roman. Dernier tome de la saga Heartstopper, ça y est, j'ai dit au revoir à ces personnages qui m'ont accompagnée pendant 6 ans. Et j'avoue, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis énormément attachée à cet univers. Franchement, Heartstopper, c'est tellement doudou, c'est tellement touchant en même temps parce qu'on aborde à chaque fois la santé mentale en fait dans la plupart des tomes. Et dans celui-ci aussi d'ailleurs, puisque dans ce tome-ci, on va beaucoup parler cette fois-ci du personnage de Nick. Dans les précédents, on a beaucoup parlé de Charlie. Là, c'est au tour de Nick d'être mis en avant. Nick qui va avoir besoin dans ce tome de se trouver en tant que personne, de se trouver lui-même. Non pas en tant que petit ami de Charlie, mais en tant que Nick. Qu'est-ce que Nick aime? Qui est Nick exactement? C'est tout un parcours en fait qu'il va devoir faire pour pouvoir aller de l'avant. Et franchement, ça a été trop bien de terminer ce tome-ci avec cette fois-ci ce personnage de Nick mis un peu plus en avant. Pour autant, si je dois émettre une petite critique, j'ai trouvé que pour un tome aussi gros, parce que c'est le plus gros de la saga, je trouve que il se passe pas tant de choses que ça. Donc c'est peut-être ma petite critique, mon petit point un petit peu négatif, enfin avec de grosses guillemets parce que franchement, moi cette saga j'aime trop, hein, voilà, je ne peux que vous conseiller Heartstopper, d'autant plus que maintenant que c'est terminé, foncez, voilà, vous avez plus d'excuses, vous avez la saga complètement terminée. En plus ça se lit vite parce que c'est du roman graphique et j'espère que je vous ai pas montré une page hyper spoilante, mais ouais non franchement c'est trop bien l'univers. L'univers, j'adore. Et donc ouais, j'ai enchaîné, une fois que j'ai terminé ce tome-ci, par le visionnage du film, puisque comme je vous disais dans le précédent C'est l'été que lisez-vous, en gros pour la saga Heartstopper, les tomes 1 à 5 ont été adaptés en 3 saisons d'une série du même nom, Heartstopper, sur Netflix, et pour le 6e tome, que voici que voilà, lui il a été adapté en film. Donc du coup, je me suis fait le film, et le film globalement, adaptation fidèle, très sympa à regarder. Par contre, changement par rapport à ce tome-ci. Puisque dans ce tome-ci, l'autrice a choisi de ne pas rendre canon une nouvelle qu'elle a écrite il y a quelques années maintenant sur Nick et Charlie qui s'appelle Nick et Charlie. Voilà. Et en gros, cette nouvelle-là est censée se passer pendant ce tome-ci, techniquement, chronologiquement parlant. Sauf que dans ce tome-ci, l'autrice ne l'a pas inclus parce que, en fait,
pour cette nouvelle, elle l'a vraiment écrite il y a des années, et depuis, sa saga Heartstopper a quand même évolué, et par rapport à ce qu'on voit dans les tomes, notamment 4 et 5, l'évolution de Charlie, c'est vrai que cette nouvelle, elle est plus trop en adéquation en fait, avec ce personnage de Charlie qui a tellement dû travailler sur lui-même, tellement avancé en tant que personne, enfin... C'est plus exactement le même Charlie, c'est un Charlie qui a beaucoup plus confiance en lui maintenant, et forcément cette nouvelle, elle collait plus trop. Donc l'autrice a choisi de ne pas la rendre canon dans les livres, mais par contre cette nouvelle est canon dans les films. Donc ok, c'est un choix, perso, j'avoue que je comprends les deux points de vue, mais je pense que je préfère celui de l'autrice en fait, et que je trouve ça plus cohérent par rapport à ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Voilà, ça se trouve vous voyez pas du tout de quoi je veux parler parce que vous avez pas lu Heartstopper et pas lu Nick et Charlie, et vous êtes là, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Bon, j'espère qu'il y a au moins quelques personnes qui ont compris. Puis j'ai lu et aimé, puisqu'on est toujours sur mes tops, le premier tome de La Légende des Érimandres par Lily Berlin-Dodd, publié chez Hachette Roman. On est ici sur le premier tome de cette saga qui est La Dernière Braise, une saga de littérature jeunesse dont j'ai beaucoup aimé l'univers. On est sur de la fantasy et on est dans une grande ville qui est partagée en plusieurs zones, et clairement il y a les zones pour les personnes riches et les zones pour les personnes pauvres, sachant qu'il y a quand même de très très grosses inégalités sociales dans cette ville. Donc clairement, les personnes les plus riches et les plus pauvres n'ont pas du tout les mêmes conditions de vie. Et nous, dans tout ça, on va suivre Eva qui est une jeune fille qui a 12-13 ans, et elle est au pensionnat, dans la même chambre que sa meilleure amie, et Eva, c'est son anniversaire. Et en cadeau de la part de son papa, elle va recevoir un bon d'achat pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut dans un magasin. Donc elle y va avec sa meilleure amie et elles vont faire ce shopping. Et Eva, en fait, dans cette boutique où elle a ce bon ou qu'elle peut dépenser, elle va tomber sur un curieux objet ovale d'une matière un peu bizarre. Et du coup, elle va décider en fait de s'acheter cet objet pour son anniversaire. Donc elle repart avec. Et avec sa meilleure amie, elles vont rapidement comprendre que c'est pas n'importe quels objets. Toutes les deux, elles sont passionnées de science, donc elles essayent d'étudier en fait ce que peut bien être ce truc ovale, et elles vont rapidement en arriver à l'hypothèse que c'est peut-être un œuf, et pas n'importe quel œuf, l'œuf d'un ou une, je ne sais plus si c'est féminin ou masculin, érimandre. Bon, clairement, c'est-à-dire peut-être possiblement un œuf de dragon. Ouais. Ni plus ni moins. De l'autre côté de la ville, on est donc dans les quartiers les plus pauvres, et on va suivre le personnage de Sandre qui, lui, du coup, est dans un orphelinat, et Sandre, il travaille déjà très très dur dans cet orphelinat parce que clairement il est hyper exploité comme tous les autres enfants de cet orphelinat, et en plus de ça, il est très inquiet pour son futur parce que pour les enfants comme lui, à partir de 14 ans, généralement, les garçons sont envoyés à la guerre. Donc, bon, sachant qu'ils en reviennent quasiment jamais, il est pas très serein. Et Sandre, en fait, pour essayer d'avoir une vie un petit peu meilleure, ça fait quelques temps maintenant qu'il a intégré en fait un groupe de voleurs en fait, et il va avoir une mission qui va lui être donnée par ce groupe de voleurs, et qui va être de voler justement cet objet ovale que notre Eva a acheté, sauf que lui ne sait pas du tout ce que c'est en réalité. Donc c'est là où le destin de nos personnages vont se croiser, et ça va amener des tonnes d'aventures. Franchement, c'est un livre qui m'a pas ennuyé une seule seconde, c'est hyper bien rythmé. Je m'attendais par contre à ce que l'œuf de dragon, enfin d'érimandre, il éclose un peu plus tôt, parce que là franchement j'étais là, bon, tu vas naître toi. Non mais quand même, on joue du dragon. Bon, finalement on a à un bout d'un moment ce dragon qui est là, mais ouais, non, franchement j'ai beaucoup aimé l'univers, je trouvais ça hyper cool à suivre. Petit peut-être bémol, qui est que les personnages ont 12-13 ans dans ce livre, et ils agissent beaucoup comme des adultes. Voilà. Mais globalement, franchement, une lecture hyper chouette, et j'ai trop envie de lire les tomes suivants. Et puis c'est au tour de ma très très grosse unpopular opinion. Oui, ce livre qui a plu à des
tonnes de gens et pourtant moi j'émets quand même quelques réserves. Ce livre qui n'est autre que La nuit où les étoiles se sont éteintes par Nin Gorman et Marie Lignot, publié chez le livre de poche jeunesse, car oui, ce premier tome est enfin sorti en poche, donc comme ça j'ai pu découvrir cette saga qui fait tant parler et où tout d'abord on va suivre le personnage de Finn qui commence un road trip avec son groupe d'amis. En fait, eux, leur but c'est donc de partir de la Nouvelle-Orléans, là où ils habitent tous, pour se rendre en destination finale à Chicago, mais bien évidemment entre les deux villes il va y avoir plusieurs étapes où ils vont bien s'amuser et parfois il va se passer des drôles de petites choses et on va suivre ça. D'ailleurs, je me rappelle que ce road trip que font du coup les personnages de ce livre, les deux autrices ont également fait ce road trip quand elles écrivaient du coup ce récit. Elles sont parties aux États-Unis et on suivait sur Instagram un petit peu leur délire et elles faisaient des petites choses aussi, comme les personnages de leur livre, donc c'était assez sympa à suivre à l'époque. Donc ouais, du coup, de voir ce côté road trip, ça m'a rappelé un peu les souvenirs des stories Insta que je voyais de l'époque. Mais dans ce livre, on a également des chapitres au passé. Oui, on va alterner chapitre au présent avec le road trip et chapitre au passé où on va découvrir ce qui s'est passé plusieurs mois plus tôt, notamment lorsque Finn a déboulé à la Nouvelle-Orléans. Il est allé s'installer chez son oncle et du coup il est allé aussi dans un nouvel établissement scolaire, là où contre toute attente il a quand même réussi à se faire des amis. Et oui, c'était vraiment pas gagné d'avance parce que Finn, depuis que sa maman est en prison, c'est un personnage qui n'arrête pas de sombrer, qui est vraiment pas agréable et qui enchaîne bêtise sur bêtise. Et pour autant, il va quand même réussir petit à petit à gagner l'affection de ses proches et des proches qui vont l'aider aussi à un petit peu surmonter ses problèmes. Donc il y a tout un petit côté fond de famille dans ce livre. Mais comme je vous disais, dans ce livre, il y a aussi des choses qui m'ont vraiment pas plu et qui ont été très très gênants pour moi. Déjà, j'ai eu du mal avec le personnage de Finn, qui est un cliché, je pense. Le gros cliché du mec qui souffre énormément et du coup qui fait toutes les bêtises du monde. C'était un peu trop pour moi. C'est un peu trop excessif. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une certaine banalisation des addictions. Finn, il fume beaucoup et on parle pas de cigarettes et c'est limite vu comme quelque chose de super cool dans ce livre, alors que clairement le mec est addict en fait. Genre il est en manque si jamais il ne fume pas. Donc voilà, mettre ça en avant sans clairement dénoncer cet aspect addiction, j'ai trouvé ça un peu bizarre, d'autant plus que la cible de ce livre, c'est une cible quand même adolescente. Donc bon, quand même. Et puis il y a ce groupe d'amis. Que Finn va se faire et j'ai eu aussi des soucis avec eux. Notamment avec Kenna qui est du coup le seul personnage féminin de ce groupe d'amis et aussi vraiment le seul grand personnage féminin de ce livre et qui est un gros red flag. Vraiment, je pense qu'il faut le dire, ce personnage, ça ne va pas du tout. C'est red flag sur red flag, c'est une harceleuse, c'est une personne qui met très très mal à l'aise ses amis, c'est une personne qui parle à leur place, qui leur impose des choses, qui les étouffe. En fait, je suis désolée, mais ce personnage est super toxique et pour avoir eu justement des amis toxiques comme ça dans ma vie, ça m'a fait quelque chose de retrouver ça dans ce livre et surtout de voir que ce personnage est mis en avant comme étant une des héroïnes alors que, non je suis désolée, sa conduite c'est pas possible. Sinon dans le reste du groupe d'amis, on a le personnage de Nate et clairement Nate, c'est mon chouchou et il est tout en sensibilité, il se passe des choses dans sa vie aussi qui sont vraiment pas faciles. D'ailleurs c'est le personnage principal du second tome, donc même si j'ai des réserves sur ce premier tome, j'ai très envie de lire la suite parce que ça sera Nate le personnage principal, ça sera son histoire qui va nous être contée et j'aime beaucoup ce personnage, j'ai envie d'en apprendre plus sur lui et d'autant plus que ça reste quand même une lecture qui se lit super bien parce que les chapitres sont très très courts donc ça se dévore, donc
Vraiment, il y a quand même quelque chose dans cette saga. Non, je n'ai pas détesté, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Et pour en revenir au groupe d'amis donc de Finn, bah il y a également 2 autres personnages masculins et pour tout vous avouer, je me rappelle déjà même plus de leur prénom parce que ces personnages sont très anecdotiques. C'est vraiment des NPC et c'est triste, hein. C'est vraiment triste, mais ils sont pas du tout mis en avant ou alors que très très peu. Alors que on voit des petites choses qui pourraient être intéressantes à leur sujet, mais personnages pas assez développés. Donc ouais, je suis très sceptique du coup sur ce livre parce que il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui vraiment m'ont fait dire que non, c'était pas possible quoi. Et puis pour terminer, je suis tellement triste de ne pas avoir autant accroché que je l'aurais voulu au tome 3 de la saga Ono, qui est donc Le Secret du Souffle par Hélène Sika, publié chez Flammarion Jeunesse. Ono, c'est une saga jeunesse de fantasy que j'avais vraiment beaucoup aimé avec les 2 premiers tomes, où on suit donc Ono, qui est une jeune fille qui est capable de faire de la magie, et sa magie à elle, dans cet univers où quasiment tout le monde peut faire de la magie, elle, son petit truc à elle, c'est en fait de pouvoir communiquer avec les plantes. Donc en fait, elle entend les plantes parler, elle peut leur communiquer aussi des choses. Et au début de cette histoire, eh bien, ça fait maintenant un bout de temps que la maman d'Ono est plongée dans un sommeil magique dont elle ne se réveille pas. Et du coup, eh bien, son papa, anéanti par le chagrin, s'est progressivement transformé en monstre. Et notre Ono, pour essayer de réveiller sa maman, de la soigner, elle va entreprendre tout un voyage avec bien évidemment des acolytes. C'est riche en aventures, il y a un univers de magie qui est trop bien, hyper développé, et en plus on nous parle de santé mentale, et franchement d'une façon très chouette. Franchement, ce livre, enfin cette saga, j'ai trop aimé les 2 premiers tomes. Mais malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal avec ce tome 3 parce que déjà, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. En fait, dans le tome 2, on fait la connaissance de nombreux personnages secondaires. Et c'est vrai que quand on commence ce tome 3, eh bien, on se rappelle pas de qui est qui. Enfin, moi, j'avais vraiment du mal à me souvenir parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de nouveaux personnages dans le tome 2. Et on les replace pas forcément très bien au début de ce livre. L'autrice nous aide pas forcément à tout remettre correctement en contexte. Donc vraiment, on commence ce livre de façon très brute en se disant vas-y, c'est passé quoi déjà dans le tome 2 exactement. Et j'avoue que malheureusement, je pense que c'est ce qui m'a sorti du récit parce que par la suite, j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans ce tome 3. J'étais un peu à côté en lisant ce tome. Je pense que si jamais j'avais enchaîné les tomes les uns à la suite des autres, j'aurais mieux apprécié ma lecture. Et vraiment, je suis la première triste de pas avoir autant accroché à ce tome qui, en plus, je l'avoue, commence avec une ambiance un peu bizarre. Parce que quand j'ai commencé ce livre, en fait, comment vous dire? Disons que l'ambiance de ce tome 3, c'est la même que celle du tome 3 de Hunger Games, vous voyez? Vraiment, cet aspect résistance, je me suis dit, mais attends, comment ça? Vraiment la même chose, donc ouais, ça m'a beaucoup surprise. Et par la suite, ouais, dénouement de la saga, que dire? Je sais pas, j'ai pas été totalement convaincue par la façon dont l'histoire se termine, mais pourquoi pas? En fait, ouais, je pense que le problème, c'est que j'ai eu trop de mal à rentrer dans ce livre, j'ai mis trop de temps à rentrer dans ce livre et du coup j'ai été complètement détachée de ma lecture et c'est trop triste parce que vraiment Ono, c'est une saga qui en vaut la peine. Voilà donc pour mes top et flop de mes dernières lectures. Actuellement, je suis plongée dans la découverte d'Atalante, qui est le premier tome d'une nouvelle saga de Cassandre Lambert. Cassandre Lambert qui a aussi écrit la duologie de l'Empire des Femmes que j'avais beaucoup aimé. Donc du coup là j'avais envie de la retrouver dans un tout autre genre puisque Atalante c'est une réécriture d'un personnage de la mythologie grecque que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est l'occasion là d'en savoir un petit peu plus. Version Cassandre Lambert, et écoutez ma foi on en parlera plus en profondeur de ce livre dans la prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait et à peut-être me laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Merci également aux personnes qui boostent les vidéos, ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir. Et sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve au plus vite pour un nouvel épisode du C'est l'été, que lisez-vous ?